Donc, après le premier exposé général sur la question des liens entre référendum et démocratie de Dominique Rousseau, maintenant nous continuons nos études de cas. Et après la Suisse, j'ai demandé avec Papadopoulos, j'ai demandé à Laurence Morel de nous parler du cas français, parce que Laurence Morel, qui est maître de conférence à l'Université de Lille, où elle enseigne les cours d'amphi en théorie de la démocratie et en vie politique française, a récemment publié une série d'articles sur la question du référendum en général, puisque c'est à elle que des livres collectifs aussi importants que l'International Encyclopedia of Political Science ou le Oxford Book of Comparative Constitutional Law ont demandé de rédiger les articles sur le référendum. Et plus encore, elle a publié en 2010 2 articles dans la revue Ius Politicum, qui est actuellement une des meilleures revues de théorie politique et en même temps de philosophie du droit. Dans cette revue, elle a publié 2 articles fort consistants qui forment pratiquement un petit livre sur la Ve République et le référendum. Et le référendum aussi dans sa dimension plébiscitaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la Ve République, période pendant laquelle, de 50 ans évidemment, pendant laquelle l'usage du référendum a profondément changé. Et la présence du référendum dans la vie politique aussi a profondément changé. Donc merci Laurence Morel d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous maintenant. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton vert pour vous faire entendre. Bien, eh bien, bonjour. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui au Collège de France, de votre présence aussi très, très nombreuse, et je remercie bien sûr Pierre Rosanvallon pour cette invitation et l'intérêt qu'il porte à mes travaux sur le référendum. Alors, je vais donc vous parler aujourd'hui du référendum dans l'économie générale de la Ve République. Le référendum m'a toujours paru intéressant, en effet, comme objet d'étude, non seulement parce qu'il constitue un déterminant important du régime politique, à travers lui, c'est la place de la législation directe qui est concernée, mais aussi parce qu'il produit ce que l'on pourrait appeler des effets de régime, c'est-à-dire qu'il peut, à un moment donné, s'inscrire dans une mécanique générale des institutions et venir compenser certains déficits ou accentuer certains traits, comme il peut, au contraire, ou avec le temps, s'avérer dysfonctionnel, entre guillemets, autrement dit, devenir un élément perturbateur du régime et donc être abandonné. C'est un peu, on va le voir, l'histoire du référendum sous la Ve République. Pièce maîtresse du régime en 1958, venant parachever en quelque sorte la démocratie plébiscitaire, terme que j'emprunte à Max Weber, j'y reviendrai, mise en place par De Gaulle, le référendum devient ensuite un mécanisme inefficace, menaçant d'ébranler dangereusement l'édifice qu'auparavant il soutenait. Je n'aurai pas le temps ici d'approfondir la question de savoir pourquoi le référendum est à même de produire de tels effets politiques, allant bien au-delà de simples effets conjoncturels, et non seulement des effets de politique, autrement dit des législations. Disons seulement que la raison de fond est l'invitation de la démocratie directe, avec la puissance de feu du suffrage universel, j'ai envie de dire, dans un contexte dominé par la logique représentative. Cette rencontre charge en quelque sorte le référendum inévitablement de conséquences sur les acteurs de la représentation, partis ou individus, qu'ils le veuillent, comme lorsqu'ils tentent d'instrumentaliser le référendum, et c'est souvent le cas, ou qu'ils cherchent au contraire à s'en prémunir. Cette capacité d'impact élevée du référendum est donc directement liée à son extranéité au régime politique. Banalisé comme en Suisse, le référendum ne produit pratiquement plus d'effet de régime, il est le régime, ou du moins il est intégré à la pratique ordinaire du régime. Peut-être ce point est-il apparu dans l'exposé de Yannis Papadopoulos la semaine dernière.
Ce que je viens d'expliquer plaide donc pour une approche structurelle du référendum, c'est-à-dire dépassant les considérations relatives au style personnel des acteurs plus ou moins ouverts au référendum, pour mettre en évidence la place présente et future de ce procédé dans l'économie générale du régime depuis 1958. Il m'a paru impossible toutefois de traiter ce sujet sans retracer l'histoire du référendum dans les différents régimes, nombreux, comme on sait, qui se sont succédés en France depuis la Révolution. Cela m'a mené un peu plus loin que je ne le pensais a priori. Je m'en excuse, la partie historique de cet exposé sera donc finalement assez longue, mais je crois qu'elle est nécessaire pour bien comprendre comment le référendum réapparaît en France en 1958, après près d'un siècle de pratiques interrompues et une hostilité très large de la classe politique à son égard. Avant d'entamer cette partie historique, je voudrais cependant, dans une première partie introductive, tenter une sorte d'analyse générale du rapport au référendum de la classe politique française depuis la Révolution. Alors, en extrême synthèse, on peut dire que l'histoire du référendum en France depuis la Révolution est celle d'un jeu à trois acteurs, le peuple, l'exécutif et le législatif. Elle illustre les positions et les inquiétudes quant au rôle respectif de ces trois acteurs, bien formulés par Montesquieu dans le célèbre livre 11 de l'Esprit des lois, et qui continueront à imprégner le débat politique et constitutionnel français longtemps après le renversement de la monarchie. C'est aussi l'histoire d'une double peur qui, là encore, était bien celle de Montesquieu. La peur du peuple, d'une part, la peur de l'exécutif, d'autre part. Autrement dit, la peur des débordements et abus de pouvoir de ces deux instances. Non que la peur du législatif n'ait pas aussi sa place dans cette histoire. On verra que De Gaulle conçoit le référendum comme un recours de l'exécutif contre l'omnipotence parlementaire. Mais elle écrit une histoire minoritaire, celle de la défense du référendum, même si elle réussira parfois à l'imposer, notamment dans le régime actuel. La peur du peuple et la peur de l'exécutif sont au contraire à la base de l'hostilité majoritaire de la classe politique française au référendum depuis la Révolution. La première, la peur du peuple, dictera une réserve vis-à-vis du fait démocratique, souvent inavouée, mais tenace, à droite comme à gauche. Peur des décisions populaires, potentiellement révolutionnaires, attentatoires aux libertés individuelles, ou irrémédiablement marquée du sceau de l'incompétence. Cette peur conduira, dans la lignée de Sieyès, à la défense du régime représentatif pur, auquel finiront par se rallier, au début de la Troisième République, les républicains de gauche, jusque-là plus enclins à la défense de la législation directe. Peur de l'exécutif, ensuite, avec le fameux spectre du césarisme, autrement dit, de l'utilisation personnelle du référendum par le chef de l'exécutif pour renforcer son autorité, aux dépens du législatif, mais aussi aux dépens du peuple, considéré dans cette approche comme manipulé. Cette peur naît, on le sait, avec les plébiscites napoléoniens, j'y reviendrai bien sûr, mais elle sera ravivée chez certains par l'usage gaullien du référendum sous la Ve République. Elle forgera au XXe siècle la distinction entre référendum et plébiscite, très chargée normativement. Autrement dit, la distinction entre le bon référendum, entre guillemets, celui qui porte sur une question, et le mauvais référendum, entre guillemets aussi, le plébiscite, qui porte formellement ou de facto sur une personne cherchant par son biais à accroître son pouvoir. En réalité, l'étymologie des deux mots ne justifie en rien cette distinction, qui est en outre difficile à établir en pratique, tant il est vrai que tout référendum initié par un acteur politique tend à se transformer, au moins chez une partie des votants, en un vote de confiance, surtout si la question posée n'intéresse personne ou est trop complexe. Mais la distinction résiste et il faut peut-être la considérer comme une sorte d'idéal type utile. À dire vrai, il faudrait rajouter une troisième peur, celle du référendum lui-même, ou plutôt la critique du référendum, comme procédé intrinsèquement inapte à remplir la promesse démocratique qu'il renferme.
Rien à voir ici avec la question des conditions externes de sa tenue, comme la liberté de presse ou d'information, problématique majeure des référendums révolutionnaires ou napoléoniens, on le verra. Ce qui est visé, ce sont plutôt certaines limites inhérentes du procédé qui empêcheraient une expression authentique de la volonté populaire, comme l'obligation d'accepter ou de rejeter en bloc une proposition, ou les inévitables glissements d'enjeux sur lesquels je reviendrai. Par rapport aux deux peurs précédentes, cette critique du procédé apparaît plus marginale au début. Elle caractérise quelques socialistes au XIXe siècle, comme Louis Blanc ou Auguste Blanqui, ou l'anarchiste Proudhon. Mais elle est probablement devenue aujourd'hui, dans le contexte, pourrait-on dire, de maturation de la démocratie française, le motif principal de l'hostilité au référendum. Ainsi, la promotion du référendum a-t-elle toujours été, depuis la Révolution française, une idéologie minoritaire, idéologie bonapartiste, inventée par Napoléon Ier et théorisée par son neveu, mais aussi, dans une acception certes très différente, idéologie de la gauche radicale, jacobine puis républicaine, ainsi que de la gauche socialiste jusqu'à la fin du XIXe siècle, avant que, pour des raisons très différentes, ces deux courants politiques ne l'abandonnent. À partir de là, la valorisation du référendum sera surtout le fait du courant bonapartiste ou de personnalités plus ou moins héritières de ce courant, comme le général Boulanger dans les années 1880, ou plus tard des partisans d'un renforcement de l'exécutif, comme André Tardieu et enfin le général de Gaulle. Plus récemment, les porte-drapeaux du référendum se situent plutôt du côté de la droite ou de l'extrême droite populiste. Pour autant, l'hostilité majoritaire au référendum n'a pas, loin s'en faut, mené à une totale exclusion du procédé en droit et en pratique. Car l'histoire du référendum en France est aussi celle d'un paradoxe et d'une ambivalence. Paradoxe, car bien connu par la classe politique, ou objet d'une forte défiance, le référendum n'en est pas moins apparu dans plusieurs textes constitutionnels et a été pratiqué à de nombreuses reprises, et pas seulement à l'instigation d'un Bonaparte ou d'un De Gaulle. Ambivalence qui, dans une large mesure, explique le paradoxe en question. Ambivalence vis-à-vis du peuple, d'abord. Objet de toutes les craintes, il est aussi exalté et porté au pinacle. La Révolution se fait en son nom. Elle met en scène la souveraineté populaire. Il est donc difficile de l'exclure totalement des affaires publiques, en ne lui laissant que le choix de ses représentants. Ambivalence vis-à-vis de l'exécutif, ensuite, parfois elle-même conséquence de la peur du peuple. La peur de la révolution sociale, le désir d'ordre, vont ainsi à plusieurs reprises amener la classe politique française, ou une partie de celle-ci, à se résigner à l'acceptation d'un exécutif fort. Je pense bien sûr au consulat, mais aussi à la Seconde République, qui introduit l'élection du président de la République au suffrage universel direct. À moins que ce ne soit, comme en 1958, l'impuissance parlementaire ou l'instabilité gouvernementale à dicter une telle acceptation. Or, à chaque fois, ces expériences d'exécutifs renforcés vont conduire, par des voies plus ou moins directes, à la démocratie plébiscitaire. Mais essayons maintenant de remonter plus en détail le fil du temps long du référendum, en partant de la Révolution jusqu'à l'avènement de la Ve République. Je commencerai donc, dans une première partie, par ce que j'ai appelé une brève histoire longue du référendum, en fait de la Révolution à la Troisième République. Donc je vais entrer plus dans les détails historiques, sans entrer trop quand même dans les détails, du moins j'espère, pour illustrer en quelque sorte cette analyse que je viens de vous proposer. La période révolutionnaire, d'abord, est celle de l'émergence du procédé, mais aussi de la méfiance à son encontre. La question de l'influence du peuple sur la législation y est un enjeu majeur des débats constitutionnels. Deux conceptions concurrentes du régime représentatif, sur lesquelles planent, on l'a souvent dit, les ombres de Montesquieu et Rousseau, s'affrontent. La première reconnaît au peuple, ou à une portion du peuple, le droit d'élire ses représentants, mais non à interférer dans leur activité.
C'est la défense du régime représentatif pur, incarné sous la constituante par Sieyès. La seconde conception conçoit au contraire l'influence populaire sur la législation comme la raison d'être de la représentation et se montre ainsi plus ouverte aux techniques comme le référendum, mais aussi le mandat impératif ou le recall qui permettent au peuple d'exercer directement une telle influence. Les choses sont toutefois compliquées par le fait que ces conceptions non seulement opposent les acteurs, mais aussi les traversent en quelque sorte. Il s'agit ici de l'ambivalence dont je parlais plus haut. Ainsi, même Sieyès ne parvenait pas à aller jusqu'au bout de sa logique et à revendiquer une totale indépendance des représentants vis-à-vis des représentés, tandis que Robespierre, rousseauiste autoproclamé, refusait la tenue d'un référendum sur le sort de Louis XVI, de même que les projets de constitution rousseauistes. En fin de compte, dans le contexte d'exaltation de la souveraineté populaire qui a caractérisé la Révolution, on aurait pu s'attendre à une promotion majeure de la législation directe. Or, en pratique, c'est la méfiance qui l'emportera, et l'ouverture ne se fera qu'au profit du référendum constitutionnel, et encore seulement à partir de la Convention. La rédaction de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen marque la première défaite des rousseauistes. Les versions affirmant la nécessité d'un concours personnel de chaque citoyen à la formation de la loi furent repoussées au profit de la version proposée par Talleyrand, qui trace une équivalence entre l'expression de la volonté générale par les citoyens et par leurs représentants. Ainsi, l'article 6, je cite, « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. » La seconde défaite des rousseauistes sera leur échec à introduire la législation populaire dans la Constitution de 1791. Enfin, ils échoueront à imposer le référendum pour les révisions de la Constitution, comme pour son approbation initiale. Par contraste, la Convention, élue pour la première fois en France au suffrage universel masculin, semble marquer une victoire des démocrates, entre guillemets. Dès sa première séance, elle vote un décret établissant qu'il ne peut y avoir de constitution que celle approuvée par le peuple. Ainsi, la première constitution républicaine, sera approuvée par le premier référendum de l'histoire constitutionnelle française, là aussi au suffrage universel masculin. Le vote ne satisfaisait pas, loin s'en faut, aux exigences de la démocratie. Il était notamment public et oral, et l'abstention fut très élevée, 74% d'abstention. Mais ce référendum n'en a pas moins constitué une indéniable avancée de la souveraineté populaire. En outre, la Constitution de 1793 autorisait le peuple, en fait les assemblées primaires, à initier le processus de révision de la Constitution et même à censurer les lois par une sorte de référendum d'abrogation. Pourtant, à y regarder de près, la démocratie directe n'était pas sortie aussi victorieuse qu'on a pu le dire par la suite des débats de la Convention. Ces deux mécanismes étaient en fait très difficiles à mettre en œuvre et surtout très en retrait par rapport aux possibilités de démocratie directe, beaucoup plus généreuses, contenues dans le projet de constitution girondine, dont l'auteur principal était Condorcet, qui avait fait naufrage en même temps que ses inspirateurs. Finalement, bien que la constitution montagnarde soit restée jusqu'au XXe siècle un mythe pour les partisans de la démocratie directe, une lecture attentive suggère que ses auteurs ne souhaitaient pas vraiment voir fonctionner les procédures qu'ils avaient mises en place. D'ailleurs, l'application de la Constitution, vous le savez, fut elle-même renvoyée à la fin de la guerre, et, la guerre terminée, elle ne survécut pas à la chute des Jacobins. Elle fut remplacée par la Constitution thermidorienne, qui revint, du point de vue des droits du peuple, presque complètement à la Constitution de 1791, avec le rétablissement du suffrage censitaire à 2 degrés et la suppression de toute participation populaire à la législation. Le texte de 1795 ne gardera que le référendum constitutionnel
obligatoire pour toute révision de la Constitution, et fut lui-même soumis au référendum. L'abstention fut cependant encore plus élevée qu'au référendum précédent, 84% d'abstention. Voilà en ce qui concerne la période révolutionnaire. J'en arrive au plébiscite napoléonien. La suite est connue en effet. Le désordre du Directoire va convaincre Sieyès de la nécessité d'un exécutif fort, à la tête duquel il promeut un militaire, Napoléon Bonaparte. Celui-ci, imité 50 ans plus tard par son neveu, fera du référendum un élément pivot du régime dit bonapartiste, même s'il ne fut conçu et pratiqué qu'en matière constitutionnelle. L'idée d'un peuple législateur était loin, en effet, des convictions de Napoléon Ier comme de Napoléon III. Napoléon III eut d'ailleurs cette phrase célèbre, je cite, « Je veux bien être baptisé avec l'eau du suffrage universel, mais je n'entends pas vivre les pieds dans l'eau. » Utilisés pour la ratification ou la révision de la Constitution, les référendums napoléoniens reprennent la conception révolutionnaire du référendum constitutionnel, mais ils ont cette particularité, qui est d'ailleurs leur aspect le plus connu, de déborder sur des questions de personnes. Ainsi, la consultation de 1802 demandait-elle d'approuver Napoléon consul à vie. Celle de 1804 et 1852, je mêle ici les deux empires, demandait d'approuver l'empire héréditaire de la famille Bonaparte, ou celle de 1851, juste après le coup d'État, le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte et l'octroi à celui-ci de pouvoirs constitutionnels. Mais en pratique, les 7 référendums napoléoniens ont mêlé, implicitement, quand ce n'était pas explicitement, questions constitutionnelles et approbation du chef. C'est ce qui leur a permis de constituer un puissant mécanisme de renforcement de l'exécutif, en plus de permettre le contournement du Parlement, non impliqué dans l'élaboration des constitutions ou des révisions constitutionnelles, et parfois carrément hostile aux révisions proposées. C'était le cas notamment pour le consulat à vie. Le référendum est donc une pièce maîtresse du régime bonapartiste, mais il n'apparaît pas, il est important de le préciser, dans le texte constitutionnel du Consulat et du Premier Empire. Les 4 consultations organisées par Napoléon Ier ont donc été ad hoc, sauf peut-être la première, si l'on considère qu'elle résultait de l'obligation du référendum constitutionnel inscrite dans la Constitution thermidorienne. C'est Napoléon III qui va théoriser le référendum, de même que le régime bonapartiste en général, et l'institutionnaliser en le faisant apparaître dans la Constitution. Le premier référendum qu'il organisa, juste après son coup d'État, fut lui aussi ad hoc, mais les 2 suivants, sur le rétablissement de l'Empire et sur la nouvelle Constitution, furent tenus en vertu de l'article 32 de la Constitution de 1852, qui requérait que soit soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution. Les révisions de la Constitution approuvées par ces 2 référendums introduisaient en outre de nouvelles dispositions référendaires. La première, la ratification populaire du choix de l'empereur en cas d'absence d'héritier légitime. La seconde, le référendum obligatoire, cette fois pour toutes les modifications de la Constitution, et surtout le référendum dit d'appel au peuple. L'article 13 de la Constitution de 70 disait en effet, je cite, « L'empereur est responsable devant le peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel. » Le dispositif n'eut pas le temps de jouer, mais il est fondamental de le mentionner dans la mesure où il institutionnalisait le référendum de confiance, inventé par Napoléon Ier, et en faisait un référendum de responsabilité du chef de l'État, impliquant la démission en cas d'échec. Napoléon III se rapprochait ici de ce qui sera la conception gaullienne du référendum, un siècle plus tard, à savoir un instrument de ratification populaire des grands choix constitutionnels et de vérification de la confiance du peuple envers le chef de l'exécutif. À l'exception du dernier, qui bénéficia de la libéralisation du régime vers sa fin, les référendums napoléoniens restent toutefois caractérisés par les conditions illibérales de leur tenue.
Ils connurent, il est vrai, une participation beaucoup plus élevée que les référendums révolutionnaires, mais surtout attribuable à leur dimension plébiscitaire, qui par ailleurs brouillait l'objet du vote et avait des conséquences autoritaires. Leur approbation massive, dans la lignée par contre ici des référendums révolutionnaires, ne laisse aucun doute sur le fait qu'ils ont constitué un détournement, bien plus qu'une avancée, de la démocratie. Retournons un petit peu en arrière à la Seconde République avant d'aborder la Troisième République. Inutile de dire que le référendum est absent des textes comme de la pratique sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Le retour de la monarchie marque un net recul de la souveraineté populaire, exprimé en premier lieu dans le rétablissement d'un suffrage très restreint. Je ne m'y attarderai donc pas. Le rejet du référendum perdure cependant après la chute de la monarchie, durant l'éphémère Seconde République et durant la très longue Troisième République, en tout cas très longue pour les standards français, qui succède au Second Empire. Dans les deux cas, on peut dire que c'est le spectre combiné du césarisme, terme qui apparaît sous Napoléon III, et de la révolution sociale qui motive l'hostilité au référendum. On peut s'étonner de ce que la législation directe ne réapparaisse pas en 1848, au lendemain d'une révolution ayant eu pour mot d'ordre le suffrage universel et l'ayant effectivement instauré. Or, il n'en fut rien. La Constitution ne prévoyait aucune forme de démocratie directe et ne fut même pas soumise au référendum. Une proposition pour qu'elle le soit fut repoussée par une écrasante majorité, 738 voix contre 42, par l'Assemblée élue en avril 1848. Cette fermeture à la démocratie directe s'explique par la forte présence de la droite dans cette Assemblée, mais aussi par l'apparition d'une opposition de gauche, républicaine et socialiste, au référendum. Cette opposition, d'ailleurs, on verra, prendra une forme achevée après le Second Empire. En fait, la révolution de 1848 ne s'était pas faite contre le régime parlementaire, mais contre le suffrage trop restreint. Et presque tout le monde concordait sur la nécessité de pouvoirs forts, exécutifs comme législatifs, capables de maintenir l'ordre dans le contexte de forte agitation sociale. On craignait d'affaiblir la force des pouvoirs par tout appel direct au corps électoral. Et le régime de 1793, qui était pourtant le mythe de la gauche républicaine à cette époque, il le restera d'ailleurs encore longtemps, fut archivé au profit du régime purement et simplement représentatif. Ajoutons que l'on avait d'autant plus peur du référendum que le président de la République serait élu au suffrage universel, direct, et aurait pu de ce fait être tenté d'en faire un usage plébiscitaire de type bonapartiste. Le principe de l'élection du président de la République au suffrage universel fut d'ailleurs l'objet d'une vive controverse, beaucoup craignant la dérive personnelle autoritaire qui pourrait résulter de la légitimation populaire, ou que ne s'emparent de cette opportunité quelques descendants héréditaires d'un régime défunt. Ce fut le cas, on le sait. La Troisième République, conçue au lendemain du Second Empire et de la Commune de Paris, fut encore plus que la seconde marquée par le double spectre du césarisme et de la révolution sociale, transformant le référendum en une sorte d'épouvantail. Le facteur décisif de l'hostilité au référendum fut toutefois le détachement consommé de la gauche, déjà entamé en 1848, vis-à-vis de la législation directe. La gauche républicaine, d'abord, achève sa mue, entre guillemets, en faveur du système représentatif pur, sous-tendu par une méfiance tenace à l'encontre du peuple, présumé dangereux et surtout incompétent. Cette évolution va s'exprimer au moment de l'élaboration des lois constitutionnelles et sera renforcée par l'exercice du pouvoir. Les socialistes, ensuite, vont perdre, à partir du milieu des années 1880, leur intérêt pour le gouvernement direct, au profit du rôle dirigeant du parti et de la primauté de la Révolution. Il en résultera, dans la classe politique de la Troisième République, droite et gauche confondues, une conception très restrictive du régime représentatif, résolument hostile au référendum, de même qu'à toute forme d'interférence populaire dans la législation. De fait, comme sous la Seconde République, le référendum fut absent à la fois des textes et de la pratique, la seule exception ayant été au niveau local, avec les référendums municipaux,
qui connaîtront une certaine fortune dans les années 1880-1890, mais seront vite taxés de nullité par le pouvoir. Une proposition visant à soumettre à la ratification populaire, je cite, « la Constitution et certaines lois », fut rejetée par l'Assemblée en janvier 1875. Et les rares propositions de référendum qui furent déposées au Parlement durant la Troisième République se heurtèrent à la question préalable pour inconstitutionnalité. Ajoutons que la défense quasi exclusive du référendum par les boulangistes et les bonapartistes jusqu'à la Première Guerre mondiale était peu propice à sa remise en odeur de sainteté. Du côté des juristes, la théorisation à cette époque du principe de souveraineté nationale, par lequel la nation devient une entité abstraite et non plus, comme dans la souveraineté populaire, une collectivité d'individus susceptible d'avoir une volonté transférable dans l'élaboration des lois, s'efforcera d'apporter un soubassement intellectuel à l'exclusion du peuple de la législation. La plupart des juristes considéraient en outre que le référendum n'était pas compatible avec le régime représentatif. Il faudra attendre l'entre-deux-guerres pour que des voix plus nombreuses se fassent entendre en faveur du référendum, quand les défauts du parlementarisme absolu devinrent évidents, et conduire un certain nombre d'universitaires et d'hommes politiques à réhabiliter le référendum, soit pour réintroduire le peuple, comme chez Carré de Malberg, soit pour renforcer l'exécutif, comme chez André Tardieu. Ainsi, Carré de Malberg, d'abord, s'illustra dans la double contestation du caractère incompatible du référendum avec la souveraineté nationale et le régime représentatif. Je ne rentre pas dans le détail de ce raisonnement, cela pourrait devenir fastidieux. Disons simplement qu'en conclusion, il se posa en partisan de l'introduction du référendum d'initiative populaire. Dans son projet de réforme de l'État, l'ancien président du Conseil, André Tardieu, affirmait quant à lui, je le cite, que le référendum constitue l'un des freins que l'exécutif devrait pouvoir utiliser afin de limiter l'omnipotence parlementaire, au même titre que la dissolution et le recours constitutionnel contre les lois abusives. Il n'est pas question donc pour lui d'initiative populaire, contrairement à Carré de Malberg. Ces plaidoyers en faveur du référendum restent cependant isolés et furent impuissants à remettre en cause son interdiction. Notons pour finir que ce débat intellectuel sur la Troisième République n'est pas propre à la France. La question du référendum était à la même époque à l'ordre du jour dans de nombreuses démocraties, dans un contexte de forte désillusion à l'égard du gouvernement représentatif. Ainsi, aux États-Unis, sous l'impulsion du mouvement populiste, l'initiative et le référendum furent introduites dans de nombreux États, pas au niveau national, mais dans les États. En Europe, les procédés de démocratie directe seront aussi très présents dans les constitutions de l'après-guerre. L'Allemagne, notamment, leur fait une place de choix dans la constitution de Weimar et expérimente plusieurs consultations. Des référendums sont également organisés dans les pays nordiques, ainsi qu'au Luxembourg, en Irlande, en Italie, pour ne pas parler évidemment de la Suisse. Seule l'Angleterre, qui connaît aussi un débat important sur la question sous l'impulsion du constitutionnaliste Dissay, se montrera aussi intraitable que la France. Bien, j'en arrive après cette longue introduction historique, ce rappel historique, à la Ve République, et avant elle, à la Quatrième, brièvement, dans ce qui sera donc la deuxième section de cet exposé, à savoir le retour du référendum sous l'impulsion du général de Gaulle. C'est de Gaulle, en effet, qui a réintroduit le référendum en France à la Libération, après 76 ans d'absence. Par une ordonnance du gouvernement provisoire du 17 août 1945, les Français furent convoqués le 21 octobre 1945 pour répondre à deux questions. Voulaient-ils que l'Assemblée élue par eux le même jour soit constituante ? Autrement dit, souhaitaient-ils l'enterrement définitif de la Troisième République ? Et deuxième question, voulaient-ils, au cas où le oui à la première question l'emporterait, que l'Assemblée constituante ait une durée et des pouvoirs limités, ou plutôt qu'elle fonctionne comme une assemblée entre guillemets normale. Cette deuxième question prévoyait aussi que le projet de constitution élaboré par l'Assemblée constituante serait soumis au référendum. Officiellement, ces référendums, de même que celui sur la future constitution prévue par la deuxième question,
avait pour seul but de permettre au peuple de choisir lui-même ses institutions et de conférer ainsi au nouveau régime une légitimité plus forte. La motivation démocratique de De Gaulle était-elle sincère et même prioritaire? Certains le pensent, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr en revanche, est que ces référendums avaient aussi des motivations tactiques. Ils ont constitué d'abord une arme minoritaire, autrement dit de contournement des partis, utilisée par De Gaulle pour tenter d'imposer ses choix institutionnels, à savoir la fin de la Troisième République et une nouvelle constitution donnant plus de pouvoir à l'exécutif. La classe politique de la Libération était en effet divisée sur le retour à la Troisième République et surtout peu encline à accepter une remise en cause de la centralité du Parlement. Et De Gaulle ne pouvait empêcher le passage par une assemblée constituante en faisant déléguer au gouvernement provisoire le pouvoir constituant. Cela aurait ressemblé trop à la loi du 10 juillet 40. Alors, il va demander au peuple de décider au préalable sur le sort de la Troisième République, c'est la première question, et de limiter les pouvoirs de l'Assemblée constituante en imposant notamment un référendum de ratification, c'est la deuxième question, dans l'espoir que le peuple désavouera un projet trop assembléiste, ce qu'il fera une première fois, ou au moins ne lui confère pas une trop forte légitimité, ce qui se produira la seconde fois, la Quatrième République n'ayant été approuvée que au deuxième coup, si je puis dire, et par une minorité d'électeurs. Une majorité de suffrages exprimés, mais une minorité d'électeurs, parce que la participation n'était pas très élevée. Donc, première fonction tactique de ces référendums, une arme minoritaire de De Gaulle. Deuxième fonction tactique des référendums de la Libération, eh bien, il s'agissait d'apporter à De Gaulle la légitimité solide et indiscutable qui lui manquait encore dans le processus transitionnel de la Libération. En d'autres termes, il s'agissait de vérifier la confiance de la nation. Impossible donc de ne pas voir que les référendums de la Libération renouaient certes avec la tradition révolutionnaire du référendum constitutionnel à vocation démocratique et légitimante, mais aussi, bien que dans des conditions beaucoup plus libérales, avec l'usage bonapartiste, du moins sous Napoléon III, du référendum comme moyen de contournement de la classe politique et de légitimation de leur initiateur. On sait ce qu'il en fut. De Gaulle gagna la bataille des référendums, mais se retrouva avec une assemblée dominée par les communistes et les socialistes. Et la légitimité acquise par le référendum s'avéra finalement de peu de poids face à celle des élus du peuple, que rien n'arrêtera dans leur projet de doter la France d'un régime d'assemblée aux antipodes de ce que De Gaulle souhaitait. C'est presque dans l'indifférence générale qu'il démissionnera du gouvernement en janvier 1946, et bien que le premier projet de constitution ait été rejeté par le peuple, premier exemple de référendum négatif dans l'histoire politique française, De Gaulle ne réussira pas à empêcher l'adoption du second projet qui établissait un régime parlementaire strict. Sa seule victoire sera le défaut de légitimité de cette constitution, largement dû au référendum, qui conféra à la Constitution, je viens de le dire, une approbation tout autre que massive. Il est intéressant de noter au passage que le premier projet de Constitution, rejeté par le peuple, ne prévoyait le référendum obligatoire que pour les révisions de la Constitution, alors que ses auteurs se réclamaient de la Constitution de 1793, la Constitution montagnarde dont j'ai parlé tout à l'heure. Tandis que le second projet, qui deviendra la Constitution de la Quatrième République, ne maintenait le caractère obligatoire du référendum constitutionnel que sous certaines conditions et posait explicitement l'interdiction du référendum législatif dans son article 3. Il faudra donc attendre la Constitution de 1958, élaborée cette fois-ci sous le contrôle strict de De Gaulle, pour voir apparaître le référendum en très bonne place dans une Constitution française, si on accepte, dans des styles très différents, les constitutions de 1793 et 1870, ni l'une ni l'autre appliquées. Faisons un arrêt ici sur la place du référendum dans les conceptions institutionnelles de De Gaulle. L'objectif central de De Gaulle était, je l'ai dit et on le sait, de renforcer l'exécutif afin de redonner une capacité gouvernante à la France
d'après lui gravement entamée sous la Troisième et la Quatrième République, est indispensable pour qu'elle retrouve son rang dans le monde. Pour autant, et bien qu'il y ait recouru en 1945, pour les raisons que je viens d'expliquer, le référendum ne semble pas occuper une place centrale dans le projet institutionnel de De Gaulle au lendemain de la guerre. Dans les discours qu'il prononce à Bayeux, puis Épinal, en juin et septembre 1946, que l'on considère généralement comme un condensé de ses vues institutionnelles, il ne mentionne que le référendum constitutionnel et seulement en relation avec les fonctions démocratiques et légitimantes du procédé. Et encore ne s'agit-il que d'une très vague allusion dans le discours de Bayeux. Alors qu'il est par ailleurs assez précis sur les pouvoirs qu'il compte attribuer au président de la République, et mentionne notamment dans le registre de l'appel au peuple la dissolution, le référendum comme recours de l'exécutif en cas de conflit avec le Parlement ou pour tester la confiance du peuple n'apparaît pas. Pourquoi ce silence qui a pu laisser penser, à tort à mon avis, que le référendum n'était pas si important que cela dans le projet institutionnel de De Gaulle? La raison est, à mon sens, l'hostilité viscérale de la classe politique de la Libération au référendum. Celle-ci est largement acquise au régime parlementaire, je viens de le dire, et le référendum reste associé au césarisme, d'autant que l'on sort d'une phase autoritaire, certes d'un autre type que le bonapartisme, mais tout de même également basé sur un exécutif fort et un leader charismatique. De Gaulle est conscient évidemment de cette allergie, entre guillemets, de la classe politique au référendum. C'est pourquoi il se garde bien d'évoquer trop explicitement le procédé. D'ailleurs, même avec ces précautions, le discours de Bayeux fera scandale et De Gaulle sera accusé par certains de vouloir rétablir un régime bonapartiste. Il faudra attendre l'élaboration du texte de 1958 pour que De Gaulle clarifie ses attentes concernant le référendum, qui vont bien au-delà du strict référendum de ratification des révisions de la Constitution. C'est lui qui va vouloir l'article 11, qui permet au président de la République de soumettre directement au peuple un projet de loi, même s'il va accepter, c'est vrai, durant les travaux préparatoires de la Constitution, de revoir à la baisse ses ambitions. Il va en effet accepter de réduire considérablement le domaine référendaire, qu'il aurait voulu, dans une première version de l'article, pouvoir porter sur, je cite, « tout projet de loi que le Parlement aurait refusé d'adopter, ainsi que toute question fondamentale pour la vie de la nation ». Et il va aussi accepter que le référendum ne puisse être initié par le président de la République seul, mais seulement, je cite l'article 11, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux chambres. Là encore, il ne faut pas croire, pourtant, que les concessions sur l'article 11 révèlent un faible intérêt de De Gaulle à la procédure. L'essentiel est maintenu, à savoir la capacité du président à initier des référendums sur des projets de loi sans étape parlementaire préalable, autrement dit, directement, en passant par-dessus le Parlement, au-dessus du Parlement. Et bien que restreint par rapport à ce que De Gaulle aurait voulu, le domaine référendaire restera suffisamment vague pour lui permettre d'organiser des référendums sur les questions de son choix, notamment sur des révisions de la Constitution. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Ajoutons qu'en pratique, il ne s'embarrassera jamais de la nécessité que le référendum lui soit proposé et prendra toujours l'initiative lui-même avant d'être saisi par le gouvernement, ce qui montre bien que la concession sur l'initiative n'en était pas non plus une. Rappelons ici brièvement les différents dispositifs référendaires prévus par le texte de 1958. D'abord, il faut mentionner l'article 3, selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le rôle du peuple dans la législation, explicitement exclu dans le texte de 1946, qui n'admettait que le référendum constitutionnel, et que seule la Constitution de 1793, jamais appliquée, avait reconnu, est affirmé. C'est la grande innovation référendaire du texte de 1958, concrétisée dans l'article 11, même si, comme je l'ai dit plus haut, le champ d'application de ce référendum d'initiative présidentielle a été fortement réduit par rapport à ce qu'aurait voulu De Gaulle. En 1958, ce champ ne peut porter que sur un projet de loi, je cite, «
portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord de communauté ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Au début de la 5e, le problème posé sera celui de la possibilité d'utiliser l'article 11 pour réviser la Constitution, comme le fera effectivement De Gaulle à 2 reprises, en 62 sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct et en 69 sur la réforme du Sénat et la création des régions, comme il le fera donc à 2 reprises contre l'avis de la majorité des juristes. L'argument principal des juristes était que la Constitution prévoyant explicitement, avec l'article 89, une procédure de révision, cela impliquait que l'article 11 ne pouvait être utilisé à cet escient. L'article 89 est le 2e grand procédé référendaire, en effet prévu par le texte de 58. Il donne le choix au président de la République, quand le projet de révision émane de lui, de le soumettre, une fois la révision approuvée par les 2 chambres, soit au référendum, soit au Parlement réuni en congrès. Alors, le texte de 58 prévoyait aussi des référendums locaux dans le cadre des processus d'autodétermination liés aux territoires coloniaux, mais je ne m'y attarderai pas. Nul doute que le dispositif le plus novateur et le plus incisif est celui introduit par l'article 11. Novateur par rapport aux précédentes constitutions françaises, mais aussi par rapport aux dispositions référendaires prévues à cette époque et encore aujourd'hui dans les autres démocraties. Le référendum législatif, là où il existe, y est en effet plus généreux, entre guillemets, dans son champ, qui comprend le plus souvent toutes les questions, ou les questions dites d'importance particulière, à l'exclusion de certaines questions explicitement mentionnées. Il est par contre beaucoup moins généreux envers le chef de l'exécutif, président ou Premier ministre, ne permettant pas, comme en France, l'usage personnel du référendum. Ainsi, l'initiative législative, quand elle n'est pas populaire, comme en Italie ou en Suisse, ou déclenchable par une minorité parlementaire, comme au Danemark, doit toujours constituer une démarche combinée du chef de l'État, du gouvernement et du Parlement, ou seulement des 2 derniers, et porter sur une loi en vigueur ou en suspens. Répétons-le, nulle part l'initiative n'est entre les mains du seul chef de l'exécutif, autorisé à soumettre un texte qui n'a pas reçu au préalable l'aval du Parlement. Il y a ici, sans nul doute, une exception française. Ajoutons que l'article 89 aussi permet au président de décider seul du référendum, avec la différence importante toutefois que le Parlement doit avoir approuvé au préalable la révision. L'importance du pouvoir conféré au président de la République par l'article 11 témoigne en fin de compte du caractère central de ce dispositif pour De Gaulle. Il est probable qu'à ses yeux, l'article 11 ne devait jouer que dans des circonstances exceptionnelles, sur les grands choix de la nation, y compris constitutionnels, notamment au cas où le Parlement se dresserait en obstacle, comme en 62, ou comme instrument de vérification de la confiance. Mais il n'en constituait pas pour autant un procédé secondaire, marginal ou optionnel. Il participait intimement, aux côtés d'autres mécanismes comme la dissolution, et bien sûr l'élection directe, qui ne sera introduite cependant qu'en 62, à cette relation dénuée d'intermédiaire entre le président et le peuple, ce jeu à 2 acteurs qui était l'essence du régime, et grâce auquel De Gaulle espérait réussir, avec l'aide du parlementarisme rationalisé, à renforcer le pouvoir exécutif, arbitrer les conflits, tout en réalisant l'intérêt de la nation et la rendant souveraine. Central dans les conceptions institutionnelles de De Gaulle, le référendum sera également central dans la pratique institutionnelle des premières années du régime. Comme je l'ai dit en introduction, il va en quelque sorte parachever la nature plébiscitaire du régime fondé par De Gaulle. C'est l'objet de ma 3e partie, qui s'intitule donc « Le référendum, mécanisme central d'installation d'une démocratie plébiscitaire par De Gaulle ». Alors, dans un travail récent, je me suis intéressée à la ressemblance entre le régime de 58 et le modèle institutionnel proposé par Max Weber pour la République de Weimar au lendemain de la Première Guerre mondiale, passé à la postérité sous le nom de démocratie plébiscitaire. Cette ressemblance avait été souvent évoquée, mais jamais étudiée de manière systématique. Elle aide à mieux comprendre le régime gaullien et la place qu'y occupait le référendum. Ma thèse
et que le référendum a joué un rôle fondamental dans l'établissement d'une démocratie plébiscitaire, en lui-même, comme mécanisme central de ce type de régime, mais aussi en tant que substitut à l'élection directe du président de la République, présente dans le modèle weberien, mais absente au début de la Ve République. Alors rapidement, quels étaient les traits principaux du modèle weberien pour Weimar ? Indiscutablement, la domination de l'exécutif, en l'occurrence du président de la République, dans les institutions, même si le Parlement devait garder un rôle important et avoir des pouvoirs renforcés, même par rapport au Parlement impérial. Mais il devait y avoir domination présidentielle, et cette domination devait être assurée par des moyens institutionnels, mais surtout par un leader charismatique. Pourquoi Weber préconise-t-il un tel modèle pour l'Allemagne ? Parce qu'à ses yeux, la reconstruction nécessite une direction forte, charismatique, mais aussi à cause du primat qu'il donne à la politique étrangère, œuvre par excellence du grand homme, par lequel un pays s'affirme comme une grande puissance. À ses yeux, l'élection au suffrage universel direct est le mode de recrutement qui garantit le mieux l'accession au pouvoir d'un leader charismatique. C'est le peuple, plus que le Parlement, qui produit, on va dire, ce genre de leader. Il préconise donc, pour le président de la République, il la préconise donc, cette élection directe, pour le président de la République, de la jeune République allemande. Afin de mieux assurer les conditions de la suprématie de ce président charismatique, ce modèle prévoit aussi l'irresponsabilité du président, seul le gouvernement devait être responsable devant le Parlement, et des moyens tels que le veto suspensif, le droit de dissolution et le référendum. Élu du peuple, le président ne devait rendre de compte qu'au peuple et s'appuyer au besoin sur lui pour imposer sa politique à un Parlement réticent. Dans le métier et la vocation d'homme politique, Weber insistera aussi sur l'importance de partis forts, organisés, devant servir comme instrument de mobilisation des masses et de relais du pouvoir présidentiel. Alors, les ressemblances avec la Ve République à ses débuts sont évidentes. Celle-ci a à sa tête en effet un président charismatique, personne ne le nie, je crois, qui gouverne ostensiblement et dispose de moyens pour échapper à la contrainte parlementaire, semblant calquée sur le modèle weberien. Irresponsabilité présidentielle, seul le gouvernement est responsable devant le Parlement, comme dans le modèle weberien, veto suspensif, c'est l'article 10, et surtout l'appel au peuple, avec la dissolution anticipée, l'article 12, et le référendum, les articles 11 et 89. Cette parité entre les deux modèles prend tout son sens si l'on rapproche la désillusion de Weber à l'égard du Parlement impérial, qu'il dénonce comme un lieu de lutte stérile et entre factions, et la condamnation par De Gaulle du jeu parlementaire de la Troisième et Quatrième République. Si la Ve République entretient dans sa phase initiale une ressemblance frappante avec le modèle conçu par Weber pour l'Allemagne 40 ans plus tôt, c'est donc parce que les deux régimes répondaient, dans l'esprit des deux hommes, à des préoccupations voisines, d'affirmation de la grandeur nationale et de l'autorité de l'État, supposant une direction politique forte que le Parlement ne leur semblait apte ni à produire ni à consentir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des différences entre les deux modèles. L'une d'elles concerne précisément la limitation de l'influence du Parlement, qui, par l'effet des mécanismes de rationalisation et surtout de l'incompatibilité des fonctions de parlementaire et de ministre, à laquelle Weber est resté jusqu'au bout opposé, va probablement dans le texte de 1958 au-delà de ce que Weber prévoyait. Weber restait quand même un admirateur, il ne faut jamais l'oublier, du parlementarisme anglais. Une autre différence, plus apparente que réelle toutefois, à mon avis, est le rôle assigné aux partis, apparemment beaucoup plus important chez Weber. Mais on sait que De Gaulle, en créant le RPF en 1947, puis l'UNR en octobre 1958, ne s'est pas privé de ce précieux instrument de mobilisation, bien qu'ayant toujours tenu un discours rigoureusement anti-parti. Mais la différence principale entre les deux modèles en 1958, c'est l'absence d'élection directe du président de la République, mécanisme essentiel de la démocratie plébiscitaire chez Weber. De Gaulle n'a pas pu ou n'a pas voulu imposer cette élection immédiatement et a dû se contenter au début de l'élection du président de la République par une instance élargie.
c'est-à-dire non plus seulement le Parlement comme sous la Troisième et la Quatrième, mais un collège d'environ 80 000 élus. C'est ici que le référendum va intervenir comme une sorte de mécanisme compensatoire. En d'autres termes, il va servir, dans les premières années du régime, de substitut à l'élection directe du président. Les 4 référendums tenus de 58 à 62, tous par le biais de l'article 11, alors sur l'Algérie, et puis, sur la Constitution, sur l'Algérie et puis sur l'élection directe du président de la République, ont certes constitué aussi un recours minoritaire de De Gaulle face à un Parlement hostile, ce qui rappelle clairement la fonction des référendums de la Libération. Mais il visait surtout à créer un lien direct entre le président et le peuple. Ainsi, à chaque fois, De Gaulle a posé explicitement la question de confiance et menacé de se retirer en cas d'échec. Cette captation personnelle du référendum visait en fait à accroître, par un vote populaire, la légitimité du chef de l'État, et d'abord, en 1958, d'un président du Conseil appelé au pouvoir dans des circonstances controversées. Après, il s'agira surtout pour De Gaulle d'accroître sa légitimité à se placer au centre des institutions et à agir en président gouvernant, ce que l'on a appelé la présidentialisation du régime, alors que la Constitution ne le prévoit pas en théorie, l'article 20 attribuant ce rôle au gouvernement. Alors, pour une variété de raisons, dont la plus importante est bien sûr l'introduction de l'élection directe du président de la République et les conséquences entraînées par cette élection, le référendum va cependant s'avérer, à partir de 1962, moins nécessaire et aussi moins apte à la réalisation des fonctions de légitimation et d'armes minoritaires du Parlement. De là, une raréfaction de sa pratique et un futur pour le moins incertain. C'est l'objet de ma 4e partie. Moins nécessaire d'abord. La réforme de 1962, elle-même adoptée par référendum, rend en effet caduque la fonction de substitut à l'élection directe assumée jusque-là par le référendum. Le président puise désormais sa légitimité dans cette élection. Pour autant, la fonction de légitimation du référendum ne disparaît pas complètement. Moins nécessaire, le référendum n'en devient pas totalement inutile. Il va souvent faire office, après 1962, d'instrument de ressourcement périodique d'un président en mal de légitimité. En fait, il continue dans une certaine mesure à servir de substitut à l'élection directe, en jouant le rôle d'une sorte d'élection de mi-mandat, rendue nécessaire par la longueur du septennat, par la longueur du mandat qui était de 7 ans. C'est notamment le cas en 1969, même si ce sera un échec. Vous savez que De Gaulle perd le référendum en 1969 et s'en va définitivement, mais aussi en 1972 sous Pompidou ou en 1992 avec François Mitterrand. Ajoutons que la bipolarisation et l'avènement de majorités présidentielles, qui sont en grande partie une conséquence de l'élection directe du président, vont aussi rendre le référendum moins nécessaire comme arme minoritaire du président, même si le présidentialisme majoritaire est loin de caractériser toute la période, les 3 cohabitations ayant représenté les exceptions les plus notables. Le référendum est donc moins nécessaire, mais aussi moins efficace. Après la consultation d'octobre 1962, tous les référendums tendent en effet à avoir un effet boomerang sur leurs initiateurs, soit du fait de leurs résultats négatifs, 1969-2005, ou trop serrés, 1992, soit du fait d'une participation trop basse, 1972, 1988 et 2000. Ajoutons que le référendum d'octobre 1962 avait déjà été moins efficace que les précédents pour rehausser l'image présidentielle. Pour la première fois, l'approbation n'avait pas été massive. Le oui était passé en dessous de la majorité des inscrits. Et De Gaulle en fut affecté, même s'il ne démissionna pas, comme il avait laissé entendre qu'il le ferait en cas de résultats négatifs ou trop faibles. Plusieurs raisons concourent à expliquer cette perte d'efficacité du référendum. La première est son caractère moins contrôlé, qui entraîne une plus grande imprévisibilité à la fois du résultat et de la participation. C'est la conséquence d'une certaine démocratisation de sa pratique, d'abord, qui se manifeste notamment au niveau des campagnes référendaires, avec la réduction de la propagande gouvernementale dans les médias radio-télévisés et l'amélioration de l'équité entre les partis. C'est aussi la conséquence de la progressive apparition d'un électeur plus autonome, en France comme ailleurs d'ailleurs, qui se traduit par une influence moindre des consignes partisanes sur le vote.
Une seconde raison de la perte d'efficacité du référendum est ce que j'appellerais sa déplébiscitarisation après De Gaulle. Les présidents cessent en effet de la sortir d'une question de confiance et d'une mise en jeu de leurs responsabilités. François Mitterrand, en 1992, imité par Jacques Chirac en 2005, déclarera même explicitement qu'il ne démissionnerait pas en cas de victoire du non. Cela ne signifie pas que le président renonce à utiliser le référendum à des fins de renforcement de son pouvoir personnel, mais au moins ne détourne-t-il plus ouvertement son objet vers sa personne. Or, la déplébiscitarisation, excusez-moi, c'est un terme peut-être un peu gros, la déplébiscitarisation joue à la fois contre la participation et contre le oui. Contre la participation, car sans leur dimension de remise en cause ou de confirmation du pouvoir présidentiel, les questions soumises au peuple sont souvent peu mobilisatrices. Contre le oui, car dès lors que l'échec du référendum n'est plus susceptible d'entraîner la démission du président, menace dont De Gaulle savait si bien jouer pour arracher la victoire, voter non devient un acte gratuit. Pour les déçus de l'action présidentielle, le référendum apparaît comme l'occasion de donner un simple avertissement au pouvoir, sans conséquences déstabilisatrices excessives. Et le non a d'autant plus de chances de l'emporter, ou le oui d'être très faible, que les déçus ont tendu à augmenter avec le temps. La popularité présidentielle se dégrade en effet rapidement à partir du premier septennat mitterrandien, passant au-dessous de la barre des 50% de satisfaits dans un délai de plus en plus court après l'élection. Ce déficit de popularité constitue d'ailleurs une autre explication de la perte d'efficacité des référendums. Une dernière explication, enfin, réside dans la majoritarisation de la vie politique, que j'ai déjà évoquée, qui va rendre le référendum moins souvent nécessaire comme arme minoritaire du président, mais aussi plus difficile à gagner. Enfermé dans les limites de sa majorité, le président français peine désormais à interpréter le rôle de rassembleur dans lequel De Gaulle excellait, de par son charisme personnel, assurément, mais aussi par défaut, faute de pouvoir s'incarner dans une majorité au Parlement. Alors cette tendance amorcée en 1962 vers une perte d'utilité et d'efficacité du référendum a été renforcée dans la période récente sous l'effet de deux facteurs, au point de laisser entrevoir une marginalisation difficilement réversible du procédé. Le premier facteur est l'adoption en 2000 du quinquennat par référendum. C'est d'ailleurs la première et unique utilisation jusqu'ici de l'article 89, à laquelle s'est ajoutée, c'est important, l'anticipation de la présidentielle par rapport aux législatives pour 2002. Le second facteur est l'onde de choc provoquée en 2002 par le premier tour de l'élection présidentielle, le 22 avril, avec l'éviction du candidat socialiste et l'accès au deuxième tour du candidat d'extrême droite. Je reprendrai la même exposition que précédemment. Moins nécessaire. Pourquoi ? En réduisant le mandat présidentiel à 5 ans, la réforme de 2000 poursuit ce que la réforme de 62 avait commencé, à savoir la marginalisation de la fonction légitimante ou relégitimante du référendum. Même si en parallèle, faut-il souligner, et je l'ai dit d'ailleurs, la rapidité de la chute de popularité présidentielle a continué à s'accélérer, peut-être du fait précisément des réformes introduites en 2000 qui ont conduit à une surexposition du président. J'y reviendrai dans un instant. De même, après 2002, le déclin de la fonction minoritaire du référendum, entamé avec l'avènement du présidentialisme majoritaire, paraît voué à s'accentuer. Une première raison est la présidentialisation renforcée de la majorité résultant du quinquennat, qui permet la concomitance des mandats présidentiels et parlementaires, et résultant aussi de l'antériorité de l'élection présidentielle par rapport à la législative. Ainsi, la campagne des candidats de la majorité présidentielle à la législative qui suit la présidentielle devient en effet un simple prolongement de celle du président à peine élu, à qui les nouveaux parlementaires doivent principalement, finalement, leur élection. Cela garantit évidemment au président un ascendant puissant sur sa majorité. Cette situation a certes des précédents avant 2002, notamment en 81 ou en 88, mais elle a désormais de fortes chances d'être systématique. Une seconde raison du déclin de la fonction minoritaire du référendum
et la transformation de la bipolarisation en un quasi-bipartisme, qui a connu une avancée décisive avec l'élection présidentielle de 2002. Le choc de l'élimination du candidat socialiste au premier tour a en effet suscité aux législatives du mois suivant un réflexe de rassemblement derrière les deux grands partis, à savoir le PS et l'UMP, la création de l'UMP entre les deux tours de l'élection présidentielle ayant elle-même été facilitée par ce climat de rassemblement, en plus du mauvais score du candidat de l'UDF au premier tour. Les législatives de 2007 et 2012 ont confirmé cette dynamique bipartisane qui favorise la domination du président sur le Parlement, puisque la majorité présidentielle équivaut désormais au parti présidentiel. Moins efficace, après 2002, les risques d'échec du référendum sont encore accrus par la montée au créneau du président de la République, à une place qui tendait auparavant à être celle du Premier ministre, sous l'effet de la présidentialisation renforcée de la majorité. Cette nouvelle donne, qui prend son départ véritable avec Nicolas Sarkozy, risque de produire une replébiscitarisation, entre guillemets, du référendum par le bas, si je puis dire, c'est-à-dire au niveau des motivations de vote, même si les présidents ne cherchent pas, évidemment, à obtenir cette plébiscitarisation. Autrement dit, la propension, je dirais, autonome des électeurs à voter pour ou contre le président, plutôt que pour ou contre la question posée, a de fortes chances d'être renforcée si le président est en première ligne de l'action gouvernementale. Et la probabilité d'un vote de défiance sera élevée compte tenu de la surexposition du président. Alors, le dernier référendum tenu en 2005 sur le traité constitutionnel européen fournit, à mon avis, une démonstration claire de cette perte d'utilité et d'efficacité du référendum. Bien que des analyses pressées aient reproché au président de la République d'avoir une fois de plus obéi à des considérations tactiques, il me semble au contraire que ce référendum lui a été imposé par des pressions en provenance de la classe politique et de la société civile française et européenne. Je renvoie ceux que cela intéresse à un article que j'ai écrit sur le sujet, je n'ai pas le temps ici de détailler, mais donc ma thèse, si vous voulez, est que le référendum de 2005 a été une sorte de référendum politiquement obligatoire pour Jacques Chirac. On peut avancer qu'il n'aurait certainement pas eu lieu si ce dernier n'avait été contraint d'y recourir, d'autant qu'il n'était pas nécessaire pour faire adopter le traité, qui serait passé haut la main au Parlement. Il pouvait être certes tentant pour le président en exercice de se servir du référendum pour redorer son blason, sa popularité étant au plus bas en 2005. Mais précisément pour cette raison, il risquait de le perdre. Et Jacques Chirac ne pouvait ignorer ce risque, même si les sondages étaient très favorables au traité. L'exemple du traité de Maastricht en 1992, qui était crédité à l'annonce du référendum par François Mitterrand de plus de 60% de oui pour finalement frôler la défaite, était forcément dans son esprit. Le référendum de 2005 me paraît donc l'illustration sans équivoque du caractère devenu particulièrement risqué du référendum présidentiel en France. C'est d'ailleurs un sort qu'il partage avec les référendums initiés par les gouvernements et majorités en exercice dans les autres démocraties, qui se soldent de plus en plus souvent par un échec. Je voudrais maintenant tracer une conclusion en ce qui concerne le référendum d'initiative présidentielle, avant d'aborder la question du nouveau dispositif, dit d'initiative partagée, introduit en 2008. Alors, le caractère discrétionnel et la capacité à intervenir aussi bien en matière législative que constitutionnelle du référendum présidentiel a pu laisser penser que le régime de la Ve République se caractérisait par une forte ouverture à la démocratie directe. En réalité, le fait que l'initiative soit bornée au président a très vite montré les limites de cette ouverture. Utilisé assez fréquemment au début, le référendum s'est raréfié dès lors qu'il est devenu moins utile et surtout moins efficace au regard de ses fonctions classiques, minoritaires, plébiscitaires, on l'a vu, voire politiquement nuisible pour son initiateur. Alors que François Mitterrand et Jacques Chirac y avaient recouru chacun 2 fois, il est symptomatique que Nicolas Sarkozy n'ait jugé bon de soumettre au référendum ni le traité de Lisbonne, retirant en quelque sorte au peuple français un pouvoir de décision sur les institutions européennes qui lui avait été accordé en 2005, ni l'importante révision constitutionnelle qu'il a engagée en 2008.
il est tôt pour se prononcer, mais François Hollande ne paraît pas non plus envisager la possibilité de faire adopter par référendum ses projets de révision constitutionnelle. Notons que l'élargissement du champ de l'article 11 a été impuissant à relancer l'usage du référendum. Pourtant, cet élargissement est important. Il étend depuis 1995 le domaine du référendum, je cite, aux réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent. Et depuis 2008, également aux questions environnementales. Cette extension du domaine référendaire, il est important de le souligner, a réduit la spécificité du référendum législatif français, jusqu'ici confiné à un champ étroit par rapport à ses homologues étrangers, je l'ai dit plus haut. Elle n'élimine pas totalement cette spécificité, toutefois, car restent exclues de nombreuses questions, notamment les questions dites de société ou morales ou portant sur les libertés publiques. Si l'extension du domaine référendaire n'a pas relancé la pratique, c'est qu'elle n'a pas modifié la donne essentielle. Certes, le référendum pourrait encore s'avérer utile, que ce soit du point de vue de ses fonctions classiques, minoritaires et plébiscitaires, ou d'autres fonctions, dont certaines ont déjà constitué une motivation, disons, secondaire du président sous la Ve. Je pense à la volonté tout simplement de laisser le peuple décider lui-même sur une question, on pourrait appeler ça la fonction démocratique, ou de conférer une légitimité particulière à une politique. Le référendum pourrait aussi assumer d'autres fonctions que l'on trouve fréquemment associées au référendum d'initiative gouvernementale dans les autres pays et qui sont liées, comme la fonction minoritaire, au caractère conflictuel d'une question. Ainsi, la fonction de médiation partisane, quand la majorité ou le parti majoritaire est divisé sur le sujet, ou la fonction plus politicienne d'agenda, quand le but est d'évacuer une question de l'agenda électoral pour une élection qui doit survenir, parce que la majorité ou l'électorat sont divisés. Mais on a vu que le risque de division de la majorité a été presque éliminé avec la présidentialisation de la majorité, donc peut-être que ces fonctions ont peu de chances d'être utiles. Le référendum pourrait enfin s'avérer plus qu'utile, politiquement obligatoire, comme en 2005. Mais, et c'est là tout le problème, il est devenu très dangereux pour le président, parce que le risque d'échec a beaucoup augmenté pour les raisons que j'ai mentionnées plus haut. Et ce risque constitue désormais un frein puissant à l'usage présidentiel du référendum. Ainsi est-il très improbable qu'un président s'engage à l'avenir dans la voie référendaire, s'il n'a pas des chances élevées, voire la quasi-assurance, que le oui l'emportera. Autrement dit, on peut dire, en exagérant à peine, que seuls des référendums gagnés d'avance ont encore une chance d'être tenus. Or, les conditions de la victoire sont très difficiles à réunir. Si l'on y réfléchit bien, il faut non seulement que le référendum porte sur un projet de loi bénéficiant d'un vaste assentiment dans le pays, mais aussi que ce projet porte sur une question qui intéresse fortement l'opinion et qu'il ne soit pas trop complexe, faute de quoi il risque d'y avoir un glissement d'enjeu vers une autre question ou vers la personne du président, glissement d'enjeu hypothéquant fortement le résultat. On a ici l'exemple du dernier référendum sur le traité européen, qui semblait susciter un vaste consensus au début, mais la question des institutions européennes intéressait en fait peu l'opinion, et surtout était trop complexe. Résultat, l'enjeu a glissé vers le type d'Europe, sociale ou politique, vers la question de l'élargissement, ou, chez certains électeurs, parce qu'ils ne glissent pas toujours vers le même objet chez les électeurs, vers le président et l'action gouvernementale, avec le résultat que l'on sait. La voie du bon référendum, entre guillemets, est donc devenue très étroite, même s'il est probablement plus facile, depuis l'élargissement du domaine référendaire, de trouver des questions qui intéressent l'opinion. La voie est encore plus étroite si le but recherché est la légitimation du président ou légitimation d'une politique. Pour que la légitimation soit au rendez-vous, le oui doit en effet être très large, ce qui suppose une question presque consensuelle, entre guillemets. En outre, la participation aussi doit être très élevée. Or, une question trop consensuelle, même simple et qui intéresse l'opinion, tend à générer des glissements d'enjeux, risquant de réduire la victoire du oui, et tend aussi à être peu mobilisatrice, parce que ça ne coûte rien finalement de voter non ou de s'abstenir. On a ici l'exemple du référendum sur le quinquennat, qui a connu une abstention de près de 70%. L'avenir du référendum de légitimation semble donc très hypothéqué. Plus généralement, on peut donc conclure que l'avenir du référendum d'initiative présidentielle est très compromis pour les raisons que je viens de donner.
Sur la base de ces constatations, on peut se poser 3 questions. D'abord, cette marginalisation du référendum éloigne-t-elle la Ve République du modèle weberien de démocratie plébiscitaire ? Il est clair que le procédé ne peut plus être considéré comme un pouvoir fort du président, qui en maîtrise moins l'initiative et encore moins les retombées. Or, pour Weber, le référendum devait constituer un recours efficace du président pour imposer sa volonté ou réaffirmer sa légitimité, notamment face au Parlement. Cette condition n'étant plus remplie dans le système actuel de la Ve République, on peut donc considérer qu'il y a en effet sur ce point éloignement par rapport au modèle weberien. Pour autant, cela n'est pas suffisant pour affirmer que la Ve, dans son ensemble, correspond moins qu'à ses débuts à ce modèle. Mais ce n'est pas ici notre sujet, donc je ne poursuivrai pas sur ce thème. Si vous voulez, on peut en parler dans la discussion. Deuxième question. Faut-il regretter que le référendum présidentiel soit voué désormais à ne porter que sur des textes remportant une adhésion large, simple et intéressant de très près l'opinion ? Alors je ne dis pas évidemment que ce sera effectivement le cas, je ne fais pas de la politique fiction, mais disons que ce serait logique. La réponse ici me paraît devoir être mitigée. D'un côté, il faut probablement se féliciter, au contraire, de ce que de futurs référendums soient a priori immunisés de ce qui constitue historiquement la plaie du référendum français, à savoir le glissement d'enjeux. Et ce, grâce à un type de question intéressant les lecteurs et donc l'engageant à coller à son sujet. Et grâce aussi au caractère désormais hautement dangereux et donc hautement improbable d'une sollicitation explicite ou implicite par le président d'un vote de confiance. D'un autre côté, le risque est aussi qu'il n'y ait plus de référendum sur des questions qui n'intéressent pas de près les citoyens, on pourrait dire dans leur vie quotidienne, mais n'en sont pas moins très importantes, comme par exemple les questions institutionnelles, à cause du glissement d'enjeux auquel de tels sujets se prêtent. Il y a là, notons-le, un véritable questionnement sur le bien-fondé du référendum constitutionnel, pourtant souvent considéré, c'est notamment le cas en France depuis la Révolution, on l'a vu, comme le référendum légitime et nécessaire par excellence, le seul qui doit être permis s'il doit y en avoir un. Mais ce type de référendum produit très facilement des glissements d'enjeux, c'est ça le problème. On peut aussi se demander quel est l'intérêt d'un référendum gagné d'avance, bien sûr. Bien qu'il puisse être, on l'a vu, de rendre une décision plus légitime, ou tout simplement de donner la parole au peuple, ou même, comme en 1962, de permettre l'adoption d'une réforme très populaire dans le pays, mais rejetée par la classe politique. Mais surtout, n'est-il pas regrettable que le référendum soit devenu très improbable sur des questions conflictuelles, c'est-à-dire des questions qui passionnent l'opinion, mais la divisent fortement, au motif, un peu gênant tout de même, que le résultat ne serait pas garanti. Alors même que l'élargissement du domaine de l'article 11 en 1995 a rendu plus facile l'usage du référendum sur ce type de questions. Pensons par exemple à des questions comme la fiscalité, les prestations sociales, l'éducation. On peut en trouver plein, je pourrais en citer beaucoup d'autres, qui sont possibles en théorie maintenant, depuis l'élargissement du domaine référendaire, mais trop risqués pour faire l'objet d'un référendum présidentiel. Ceci m'amène à ma troisième et dernière question, qui sera l'objet de ma dernière partie et débouchera sur ma conclusion. Le référendum d'initiative dite partagée, introduit dans l'article 11 par la révision constitutionnelle de 2008, qui permet désormais à 1/5 des parlementaires et 1/10 des électeurs d'engager un processus susceptible, je dis bien susceptible, de mener à un référendum, pourrait-il prendre ici le relais ? On peut imaginer en effet qu'il serve à faire trancher le peuple sur des sujets conflictuels, sur des questions qui passionnent l'opinion, en permettant notamment à des minorités de s'en saisir. Il y a à mon avis de fortes raisons de douter qu'il en soit ainsi, car le chemin menant à ce type de référendum est semé d'embûches. D'abord, l'initiative parlementaire, par laquelle tout doit commencer, sera difficile à mettre en œuvre. 1/5 des parlementaires, c'est-à-dire environ 185 parlementaires, cela peut paraître peu, mais dans des assemblées élues au scrutin majoritaire, quasi bipartisanes, on l'a vu,
Cela exclut pratiquement de se passer de l'accord d'au moins un certain nombre de parlementaires de l'un des deux grands partis. Or, les grands partis, en tant que partis de gouvernement, ont par nature, je dirais, peu de sympathie pour le référendum et risquent de faire pression sur leurs élus pour les dissuader d'apporter leur soutien à une initiative de ce genre. Ensuite, si 1/5 des parlementaires c'est beaucoup, 1/10 du corps électoral, soit au moins 4,5 millions d'électeurs, c'est énorme, et même franchement irréaliste, même si la récolte des signatures doit bénéficier du soutien organisationnel de la puissance publique et se faire par voie électronique. À titre de comparaison, en Italie, qui a une population comparable à celle de la France, il faut 500 000 signatures pour lancer une initiative populaire, donc à peu près 9 fois moins. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. Même dans le cas où le nombre de parlementaires et de signatures serait atteint, et où le Conseil constitutionnel aurait validé l'initiative, puisque le Conseil constitutionnel doit aussi intervenir pour vérifier la conformité de l'objet de l'initiative avec le domaine référendaire et avec la Constitution, il sera ensuite très facile d'éviter la consultation. Il suffit pour cela que dans un délai de 6 mois, les deux assemblées aient inscrit la proposition de loi à leur ordre du jour, quelle que soit la décision prise à l'issue du débat, et même s'il n'y a eu aucune décision. Cette disposition, notons-le, est contraire à ce que préconisait le rapport Wedel, à savoir que le Parlement ne puisse éviter le référendum qu'en adoptant lui-même la proposition de loi. C'est ce que prévoyait le rapport Wedel, ce qui est logique. On peut d'ailleurs trouver un dispositif analogue dans la plupart des pays qui pratiquent l'initiative populaire. Il apparaît donc très improbable, pour répondre à la question que je posais à l'instant, que le référendum d'initiative partagée intervienne effectivement en bout de course et permette au peuple de se saisir d'une question conflictuelle ou ignorée par la classe politique. Il y a même lieu de se demander pourquoi les parlementaires initieraient un processus si lourdement hypothéqué, sauf à vouloir provoquer un débat public sur une proposition de loi. Car en effet, le débat commencera bien avant le stade parlementaire, avec l'initiative des députés et sénateurs, la campagne des signatures et l'examen par le Conseil constitutionnel, qui ont toutes les chances d'être fortement relayés dans les médias. Il pourrait donc s'agir au final d'un procédé de mise en agenda dans l'espace public d'une proposition de loi, relativement attractif pour certaines minorités parlementaires, à moins que la difficulté à rassembler les signatures ne joue de manière dissuasive, mais difficilement d'une véritable opportunité référendaire. Telle est donc l'initiative partagée, un procédé de mise en agenda et de publicisation d'une proposition de loi, déclenchée par une minorité parlementaire et pouvant difficilement conduire à un débat parlementaire ou, plus difficilement encore, à un référendum. On peut donc se demander ce que le peuple y gagne. Il existe déjà un droit de pétition à l'Assemblée nationale qui peut être activé directement par la population sans aucun patronage parlementaire. Avec une différence de taille, il est vrai, qui est que la pétition ne conduit pas à un débat parlementaire. En théorie, cela est possible, mais cela n'a jamais été le cas. Ce qui explique que ces pétitions passent généralement inaperçues. Elles ont d'ailleurs fortement diminué depuis le milieu des années 80. En revanche, le droit de pétition au Conseil économique, social et environnemental, le CESE, introduit par la révision de 2008, en même temps que l'initiative partagée, est un procédé qui peut sembler au final plus avantageux pour les citoyens. Il n'implique que, et en nombre bien inférieur à celui nécessaire pour le référendum, à savoir 500 000 signatures pour que le Conseil soit obligé de rendre un avis. En outre, cet avis est transmis au Premier ministre et au président des assemblées, puis publié au journal officiel. Certes, là aussi, il y a des restrictions. En témoigne la décision récente du CESE, je ne sais pas si vous avez suivi, de ne pas rendre d'avis sur la première pétition dépassant le seuil de signatures requis qu'elle a reçue, celle des anti-mariages gays, au motif qu'il ne peut être saisi que par le Premier ministre sur un projet de loi. Mais le CESE a en quelque sorte contourné l'obstacle en décidant de s'auto-saisir sur la question. Les efforts des signataires n'auront donc pas été totalement vains. J'ai presque fini. Pourtant, l'initiative partagée, j'y reviens donc, à ce quelque chose en plus fondamental, qui est qu'elle accorde au peuple un droit d'interférence institutionnalisé dans la procédure législative. Et finalement, ce qui est peut-être à regretter,
ce n'est pas tant le caractère très improbable du débouché référendaire en aval que le nombre exagéré de signatures exigées en amont. Non, pardon, je me suis trompée. Non, c'est juste. En amont, et surtout le fait précisément que l'initiative soit partagée. Le peuple ne peut être celui qui fait démarrer l'initiative, le prime mover, comme disent les Anglais. Je n'ai pas trouvé de traduction. Il aurait fallu, à mon avis, je me permets quelques réflexions normatives en fin de course, donc il aurait fallu que l'initiative revienne au peuple, soit seul, soit au moins en première instance. Cela aurait pu constituer alors un procédé similaire à celui du droit de pétition au niveau local, introduit en 2003. Si vous voulez, on parlera du niveau local tout à l'heure, ou un procédé similaire à celui de l'initiative citoyenne européenne, par laquelle des citoyens des 28 pays peuvent désormais inviter la Commission européenne à présenter au Conseil une proposition de loi. À cela près, ce qui n'est pas une petite différence, que l'initiative européenne doit recueillir beaucoup moins de soutien que l'initiative partagée française. 1 million de signatures pour une population de plus de 500 millions d'habitants. On a vu que l'initiative partagée, c'était 4,5 millions de signatures pour une population de 60 millions d'habitants. Un seuil d'ailleurs auquel on a reproché d'être trop élevé, ce qui est peut-être vrai quand on sait que pour l'instant, seulement 2 initiatives sur la vingtaine engagées ont réussi à le dépasser et donc à arriver à la Commission européenne. Ainsi, en conclusion, on ne peut dire que la démocratie directe ait beaucoup progressé en France avec l'introduction de l'initiative partagée, même s'il est peut-être un peu trop tôt pour se prononcer. Le nerf de la vie référendaire, si je puis dire, c'est l'initiative. Seule une ouverture de l'initiative législative à une minorité populaire peut véritablement directiser un tant soit peu un régime. Il n'était pas nécessaire que les référendums soient garantis en bout de course. Et on peut comprendre ici les réticences de la classe politique française, tant il est vrai que l'initiative populaire transforme profondément un régime politique. Je pense que Yannis Papadopoulos vous en a parlé. Mais la possibilité pour les citoyens de solliciter leurs représentants de façon formalisée, institutionnalisée et constructive, avec une véritable proposition de loi, aurait pu être le vecteur d'une réelle amélioration de la démocratie française. Encore une fois, la classe politique française a montré sa défiance vis-à-vis de l'institution référendaire, reflétant sa défiance vis-à-vis du peuple. Elle n'a pas su, ou pas voulu, répercuter au moins au niveau national, elle l'a fait plus au niveau local, le mouvement contemporain vers la démocratie directe, en suivant notamment les recommandations des rapports Vedel et Balladur, qui préconisaient tous deux l'introduction de l'initiative populaire, bien que le rapport Balladur la concevait de façon beaucoup plus restrictive que le rapport Vedel. Mais surtout, encore une fois, la classe politique française a fait semblant. Elle aurait pu introduire le référendum d'initiative parlementaire minoritaire, comme au Danemark, ou l'initiative populaire, comme en Suisse ou en Italie, ou elle aurait pu ne rien faire du tout. Au lieu de cela, elle a inventé une institution sui generis, hybride et impossible à mettre en œuvre. L'histoire se répète. La Constitution de la Ve République n'a rien à voir, certes, avec la Constitution de 1793, mais déjà les constitutions de 1793, je l'ai dit, avaient introduit un mécanisme de censure populaire qui promettait d'être très difficile à déclencher. Je vous remercie.